Bonjour tout le monde, ou rebonjour. Bienvenue pour cette session migration des projets Terraform vers TerraGrunt. Alors, présentation. Je suis Jérôme Marchand, je suis toujours consultant et formateur chez Zenica et je fais aussi bien du Keycloak que de l'infrastructure as code et du DevOps. Ce talk est un retour d'expérience sur un projet auquel j'ai participé il y a 2 ans et qui s'est terminé pour moi décembre l'année dernière, mais qui continue encore aujourd'hui. Et du coup, le but de ce talk, c'est vous expliquer les différentes étapes qui ont amené le client chez qui j'ai intervenu pour passer de Terraform vers aujourd'hui à tout un déploiement avec TerraGrunt. Et voir le pourquoi est-ce qu'il y a eu différentes évolutions dans la façon de déployer pour en arriver au choix de TerraGrunt. Ça vaut le coup de passer du temps à faire de la présentation. Le comment est-ce qu'on en est arrivé à donc faire ces différentes étapes, ces différentes itérations, c'est parce que on a appliqué les principes de base du DevOps où on commence à faire, on regarde si ça marche et puis on évolue en fonction des différents retours. Voilà, la boucle infinie de l'amélioration continue. Alors, est-ce que ici tout le monde connaît déjà Terraform ou pas, sachant que voilà, s'il y a du ou pas, c'est très bien parce qu'on va commencer par faire un petit rappel de qu'est-ce qu'est Terraform, à quoi ça va servir et comment est-ce qu'on va l'utiliser, puis quelles vont être ses limites, pourquoi est-ce qu'on va chercher à contourner ses limites, enfin à aller au-delà de ses limites avec d'autres outils ou d'autres méthodes de travail pour à la fin en arriver à TerraGrunt. Terraform, c'est dans sa version actuelle, on va parler de Terraform Community. C'est aujourd'hui un produit HashiCorp. Enfin, ça l'a toujours été, mais c'est toujours un produit HashiCorp qui récemment est passé en Business Source License. Avant, c'était un produit purement open source et pour des abus d'utilisation par certains cloud providers et peut-être aussi par un rachat potentiel. HashiCorp a changé la licence de Terraform et donc aujourd'hui, il est sous ce type de licence-là. Nous, quand on l'a utilisé sur le projet, il était encore en version open source, donc on n'avait pas des soucis lors de notre utilisation de questions de licence. Si vous avez des questions là-dessus, j'ai aucune réponse à vous apporter. Moi, aujourd'hui, je continue d'utiliser Terraform parce que mon utilisation chez certains de mes clients n'entre pas en conflit avec la modification de licence. Donc du coup, pour le moment, je continue d'utiliser Terraform et dans mes objectifs de cet été, parce que oui, je m'occupe l'été, ça va être de voir si OpenTofu remplace complètement Terraform. OpenTofu, c'est le fork qui, pour le moment, est identique, mais qui va très certainement diverger un jour. Et donc, c'est le fork de Terraform qui, lui, est annoncé comme open source et avec une durée de vie assez longue. Terraform, c'est un outil donc en ligne de commande qui a été développé en Go. Il est très modulaire et l'idée de Terraform, c'est vous allez décrire des choses, vous allez donc planifier ces choses, puis les appliquer. Et donc très souvent avec Terraform, nous allons faire de l'init pour initialiser notre projet, faire du plan pour voir ce que Terraform ferait comme modification sur notre infrastructure et du apply pour réellement appliquer cette modification sur notre infrastructure. Terraform est un outil d'infrastructure as code parce que nous allons définir l'état souhaité des différentes ressources que l'on désire et Terraform va se charger de faire en sorte que notre état désiré soit l'état réel qui va être déployé. Et donc, les 3 principales commandes de Terraform sont init, plan et apply. Et une fois que vous avez fait donc init, plan, apply, très certainement que vous allez être amené à modifier vos fichiers de ressources. Et donc vous allez répéter très souvent ce plan, apply, et peut-être même qu'un jour vous allez faire /destroy. L'intérêt, c'est de pouvoir, après avoir bien maîtrisé la construction d'un environnement, maîtriser également sa destruction. C'est pas souvent qu'on fait le destroy, mais sachez que Terraform gère également ce destroy. Terraform va s'appuyer sur un langage de description. Donc toutes les ressources, on va les décrire dans des fichiers texte, au format texte, mais sous le format de HCL, de HashiCorp Language. Ça ressemble beaucoup au JSON, pas trop au YAML, mais c'est moins pire que le JSON, mais pas beaucoup mieux que le YAML.
C'est un nouveau langage de description. Il faut s'y habituer. Et au bout d'un certain temps, on finit par le trouver assez élégant dans la façon dont il est écrit. Donc, Terraform, outil d'infrastructure as code, où nous allons donc commencer par écrire des fichiers. On va principalement écrire des fichiers de configuration ou de description de nos ressources. Terraform va gérer, lui, un fichier qui va s'appeler le state, dont on parle un petit peu plus tard. Une fois qu'on a décrit nos ressources, avec Terraform, on va lui dire, tiens, je te donne des ressources, et si tu devais les appliquer maintenant, dis-moi ce que tu ferais exactement. C'est l'étape de plan, où en fait, je pense que je vais faire beaucoup de mélange entre Keycloak et Terraform pendant la presse. Donc Terraform, quand vous lui dites plan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre vos ressources, il va aller interroger l'endroit qui est peut-être déjà déployé, il va faire un diff entre les deux, et il va vous dire, voilà ce que je détecte qu'il faudrait que je fasse sur l'environnement pour que cet environnement corresponde à ce que tu as demandé dans la description de tes ressources. Et pour pouvoir faire ces modifications et savoir ce qu'il y a à faire comme modification, Terraform va s'appuyer sur ce qu'on va appeler des providers. Ces providers sont des modules que vous allez donner à Terraform pour que Terraform sache se connecter chez AWS, chez GCP, chez Azure, etc. Et une des puissances de Terraform, et c'est un petit peu lui qui a tué le game au départ, c'est que énormément de providers ont été très rapidement disponibles pour l'ensemble des cloud providers et l'ensemble des possibilités de configuration d'infrastructures dans nos différents systèmes d'information. Les providers, donc il y a les plus communs, mais les plus connus. Il y en a qui sont fournis par directement les éditeurs, il y en a qui sont maintenus par des communautés, d'autres qui sont maintenus par des gens qui font de l'open source. Donc à chaque fois que vous avez un besoin, très souvent vous irez donc sur registry terraform.io, browse providers, et vous allez rechercher le provider qui va correspondre à l'équipement que vous voulez configurer avec de l'infrastructure as code. Les providers donc que vous allez sélectionner vont très souvent être téléchargés lors du premier démarrage de votre infrastructure. Lorsque vous allez faire un Terraform init, ils vont être téléchargés donc depuis la registry de Terraform pour pouvoir après s'exécuter en local. Ces providers vont évoluer dans le temps parce que par exemple si on prend celui de GCP ou d'AWS, les API de GCP et d'AWS évoluent. Donc les providers vont évoluer également. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous devez le retélécharger, faites bien attention au numéro de version. On verra ça tout à l'heure. Une ressource dans Keycloak, dans Terraform, qu'est-ce que c'est? J'essaye avant la fin de la formation de la présentation d'arrêter de dire Keycloak. Une ressource d'un point de vue Terraform, qu'est-ce que c'est? Donc déjà c'est un bout de code qui est identifié par un label, par un nom et par un type. Le type, c'est par exemple ici random string. Ce type de ressource est disponible dans mon environnement parce que j'ai un provider qui gère ce type de ressources. Le nom random, c'est un nom que moi je décide d'utiliser. La partie donc type est imposée par le provider que je vais vouloir utiliser, là où la ressource, le nom de la ressource, c'est un peu moi qui mets n'importe quoi. Une fois que vous avez donc commencé à définir une ressource, en fonction du type de la ressource, vous allez avoir un certain nombre d'attributs qui vont être attendus. Certains de manière obligatoire, d'autres de manière optionnelle. C'est là où on voit un début de mélange entre du YAML et du JSON simplifié, où on regroupe donc des objets entre des accolades, et chaque donnée est une clé égale une valeur. Et après, on peut aussi avoir des clés égales des listes ou égales des objets, etc., etc. On va également peut-être dans nos environnements, dans la déclaration de nos environnements, on va pas forcément avoir des ressources que l'on veut créer sur notre infrastructure. On va peut-être aussi parfois avoir des ressources qui existent déjà dans notre infrastructure, qu'on ne veut pas gérer via notre infrastructure as code, mais dont on voudrait récupérer quand même quelques informations. Très souvent, alors là l'exemple est donné avec un bucket S3, c'est peut-être pas forcément mon projet
Terraform qui va créer le bucket dans mon infrastructure S3. Ça va peut-être être un autre projet, peut-être que ça a été créé à la main, ou peut-être que, enfin, pour plein d'autres raisons, peut-être que ce bucket existe déjà chez AWS. Et donc, mon projet Terraform va pouvoir avoir une déclaration vers ce bucket qui existe déjà, ce qui va me permettre par la suite de pouvoir référencer ce bucket dans mes déclarations à moi. Et pour faire ça, dans les ressources, on va pouvoir avoir des valeurs qui vont en fait être des pointeurs vers d'autres ressources ou vers des data sources déjà existantes. L'idée de Terraform, ça va donc être de déclarer tout un ensemble de ressources, de créer via les valeurs de configuration de chacune de ces ressources des dépendances. Et ce que va faire Terraform, c'est qu'il va calculer un graphe de dépendance entre tous vos objets pour que si vous êtes amené à en modifier un, eh bien, il sache qu'il y a peut-être des impacts sur les autres et que si vous en supprimez un, peut-être qu'il faut qu'il supprime automatiquement tous les autres. Et une des forces de Terraform, c'est justement ce graphe de dépendance où il va ne faire les modifications que sur les objets qui peuvent être impactés par vos différents nouveaux fichiers que vous allez vouloir appliquer. Lorsque vous allez appliquer vos modifications, donc je rappelle, on initialise le projet pour le téléchargement des providers, on rédige nos fichiers qui vont contenir nos ressources, on va vouloir planifier, donc regarder ce qu'il y aura à faire, et à un moment, on va appliquer les modifications pour que ça crée réellement les ressources dans l'environnement souhaité. Terraform ne va pas juste créer les ressources, il va les créer, mais en plus de ça, il va créer ce qu'on va appeler un state, donc un fichier qui va enregistrer l'état connu de son point de vue à lui qu'il vient d'exécuter. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va créer quelque chose, très souvent ce quelque chose va avoir un ID. Et donc dans le state va être sauvegardé cet ID pour que toutes les fois suivantes, quand il y a besoin de regarder la référence, de regarder si l'objet a changé, il va directement s'appuyer sur cet ID pour retrouver l'élément qu'il a déjà créé. Ce fichier est de base dans Terraform, un fichier au format JSON qui par défaut s'appelle terraform.tfstate. Ce tfstate peut être local ou en remote. En local, ça veut dire que si vous exécutez Terraform en local, ce fichier ne va être présent que sur votre poste à vous. Ça veut dire que si vous travaillez à plusieurs, eh bien vous n'allez pas, chacun va devoir recréer peut-être certaines informations, ou surtout ne va pas pouvoir profiter des informations de création qui ont été faites par un autre. Et donc vous pouvez vous retrouver avec des soucis d'accès concurrent de configuration à certaines infrastructures. Et donc, très souvent pour tester, on reste en local, mais très rapidement en milieu de co-construction d'un environnement, on va passer sur des états remote, ce qu'on va appeler des back-ends. Les remote states peuvent être de plusieurs types. Alors, donc là, j'ai remis local parce qu'il y a un cas local. Il y a la possibilité d'avoir au format remote. Ça utilise une interface HTTP pour pousser, récupérer les différentes informations. Et sinon, pour la majorité des cloud provider, il existe en fait des possibilités de directement partager ce fichier-là dans des buckets. Alors S3, GCP, etc. Et donc ça veut dire que chaque personne qui voudra faire un Terraform plan puis apply devra avoir accès à ce bucket. Et donc ça veut dire gérer les ACL qui correspondent. Et l'autre solution, si vous n'avez pas d'équipement, de registry qui va être utilisable en remote ou de bucket, vous pouvez donc Consul c'est sans E, vous pouvez utiliser des bases de données qui vont se charger d'héberger ces states-là. Consul, c'est une base de données JSON éditée par HashiCorp. Kubernetes, il existe un back-end où vous pouvez enregistrer vos TF-state dans des secrets Kubernetes. C'est peut-être que vous avez déjà un Kubernetes de déployer chez vous et plutôt que de devoir redéployer autre chose, peut-être que ça peut être pratique dans certains cas de l'avoir ici. Et un autre cas pourrait être de les stocker dans des bases de données de type PostgreSQL. Et je crois que c'est la seule base de données qui est supportée. Si vous avez du Oracle ou du MariaDB, ça ne marchera pas. Donc ça, l'idée, c'est on pousse. Donc moi en local, je fais un Terraform plan, Terraform apply. Ça applique les modifications et le tf-state va donc être
poussé quelque part, donc dans un de ceux-là, et quelqu'un d'autre, mon voisin, ou peut-être quelqu'un d'autre plus tard, ou peut-être ma CI, quand elle sera amenée à faire aussi son Terraform Plan et son Terraform Apply, elle commencera par aller chercher le TF state de l'endroit où il a été stocké, pour ne pas avoir en fait à refaire le calcul pour savoir qu'est-ce qui existe ou qu'est-ce qui n'existe pas dans l'infrastructure. L'idée, c'est de gagner du temps, de ne pas avoir à refaire ce mécanisme à chaque fois. Donc là, on va avoir déclaré des ressources et on va faire des allers-retours entre notre TF state et notre infrastructure pour faire les différentes choses. Donc, notre fichier TF state va être modifié à chaque fois qu'on va faire un apply. Enfin, si vous avez modifié les ressources et que vous faites un apply, votre TF state va changer. Si vous modifiez pas vos ressources et que vous faites un apply, évidemment, il n'y a rien qui change. Les autres cas où vous allez pouvoir modifier votre fichier de state, c'est si vous voulez importer des données. Peut-être que vous savez que la donnée est déjà gérée dans votre infrastructure et vous voudriez rajouter cette gestion maintenant dans votre projet Terraform. Donc vous allez déclarer la ressource dans votre projet Terraform, mais le truc c'est que si vous faites apply, Terraform, comme la ressource n'existe pas encore dans son TF state, il va vouloir la créer. Sauf que le système va vous dire, non, il existe déjà. Et donc, pour éviter cette erreur que vous savez qui va arriver, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'import, où vous allez dire en fait à Terraform, la ressource que je viens de déclarer dans le fichier, en fait, elle correspond à une ressource déjà existante, et donc je t'importe cette référence vers cette ressource existante, et donc maintenant dans ton fichier TF state, à chaque fois que tu auras besoin d'accéder à cette ressource, sache qu'elle existe déjà. En fait, on aide Terraform à recréer tout le TF state à partir de toutes les ressources qui existent déjà dans votre système. Le dernier, l'avant-dernier qui fait la modification de votre TF state, c'est le move. Peut-être que ça arrive, vous faites de refactoring ou du renommage de vos ressources à l'intérieur de vos fichiers Terraform. Si vous modifiez le name de votre ressource dans le TF state, du coup, il n'y aura pas de match direct. Avec le move, vous pouvez indiquer à Terraform que vous venez de renommer la ressource pour une ressource que lui connaît déjà dans son TF state. Ça évitera qu'il veuille supprimer la ressource qu'il connaît pour créer la nouvelle ressource que vous venez de déclarer. Donc ça, c'est ces choses-là. Et le troisième cas où le TF state va changer, c'est lorsque vous faites un destroy, où évidemment toutes les ressources vont être enlevées du fichier TF state. Alors on va faire une petite démo. Alors, la petite démo. Hop. Si vous avez besoin, tous les sources seront donc sur mon GitHub, Brestcamp TerraGrunt. Confondez pas, à côté il y a un petit clock. Là, il y a la version init. Quand on aura fini la conférence, je pousserai avec toutes les modifications parce que je vais éditer pas mal de code en live. Et normalement, à la fin, on arrivera à un projet TerraGrunt, voilà. Et donc, il y aura un second commit qui contiendra tout ce que j'aurai fait pendant cette session. Donc, la démo. Alors, pour faire la démo, quand vous aurez téléchargé le truc, vous verrez, il y a répertoire doc, c'est les slides, et dedans, dans démo, on va avoir plusieurs étapes dans notre itération. L'itération 1, donc c'est pour vous présenter Terraform, et c'est l'état initial avant que j'arrive sur le projet chez mon client, où les anciens SysOps et DevOps de l'équipe là-bas avaient commencé à initialiser des premiers projets sur Terraform. Ils fonctionnaient, eux, sur GCP, il y avait plein de projets GCP dans une grosse organisation, etc. Leur cœur de métier, donc ils ont une application qu'ils instancient chez GCP à travers le monde en fonction de géographiquement, si c'est en Europe, ça va être sur les data centers européens, aux US, etc. Du coup, pour essayer de vous montrer, alors pas du tout le code GCP, les choses qui sont réellement instanciées, j'ai essayé de représenter le déploiement d'une application. Et comme j'avais pas de compte GCP facilement utilisable depuis ici, parce que je maîtrisais pas forcément le Wi-Fi, j'ai démarré un minikube en local. Et donc plutôt que de créer des projets dans GCP, je vais créer des namespaces dans mon minikube. Et plutôt que de déployer des VM dans GCP, je vais déployer des pods dans mon minikube. Voilà. Et en plus de ça, pour simuler le réseau, j'ai des services.
Voilà. L'idée, c'est voilà, à chaque fois, j'ai un namespace qui va représenter mon projet, un pod qui va représenter mon application et un service qui va représenter le réseau. Les applications qu'on reconfigurait étaient pour certaines beaucoup plus complexes, mais voilà, l'idée ici, c'est pas de vous masquer la complexité de l'application, puisque ici, on s'intéresse plus à Terraform et TerraGrunt. Donc, un fichier Terraform de base, très souvent, par convention, va s'appeler main.tf. Le main n'est pas du tout obligatoire, mais souvent, le premier fichier qu'on va créer va s'appeler main. Dans ce fichier, on va retrouver donc c'est un fichier au format HCL, et on va retrouver différentes informations. La première, très souvent, c'est le provider qu'on va utiliser, donc là où est le provider qu'on va utiliser, donc s'il va être téléchargé, et donc très certainement ce que l'on va vouloir configurer. Alors, il faut savoir que dans Terraform, il existe un provider Kubernetes qui va vous permettre de configurer avec du Terraform du Kubernetes. Je ne sais pas si les gens font ça. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plus sur du Helm, du Customize ou sur autre chose, mais moi, j'ai trouvé que pour ma démo, ça marchait très très bien. Donc, du coup, c'est celui qu'on va utiliser. Donc, pour pouvoir se connecter donc à mon Minikube, je lui ai donné là où se trouve la config pour que donc mon exécutable puisse se connecter, mon Terraform puisse se connecter à l'API de mon Minikube. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini donc une ressource de type Kubernetes namespace qui est donné par le provider Kubernetes que j'utilise, et j'ai nommé mon namespace. Alors, au niveau nommage, je suis plutôt très mauvais, donc du coup voilà, app1dev, ça marche très très bien. Ensuite, mon namespace, comment je l'appelle? Je lui donne le nom de mon namespace, très original. Ensuite, je définis une autre ressource, qui est donc là un deployment, qui a le même nom. En fait, Terraform s'en fout, parce que à chaque fois, ce qu'il va faire l'unicité, c'est le type.lename. Donc je peux avoir plusieurs ressources qui ont le même name, mais comme elles sont de types différentes, pour Terraform, ça pose pas de souci. Donc, dans ce Kubernetes deploy, j'ai un certain nombre de choses à définir. Alors, on retrouve évidemment les choses habituelles que l'on définit lorsqu'on veut définir des pods, des deployments dans un Kubernetes. Et la chose qui est intéressante, c'est que l'on retrouve en fait un pointeur vers le namespace qui est créé avant. En fait, là, j'aurais pu très très bien écrire app1-dev. Ça aurait été exactement la même chose, mais un des intérêts de Terraform, ça va justement être de faire un lien entre ces deux ressources. Ça veut dire que si un jour j'interviens sur cette ressource-là, par exemple, je la supprime, automatiquement Terraform va savoir que comme elle dépend de elle, eh bien il supprimera cette ressource aussi. Terraform va donc nous créer, je vais vous montrer tout à l'heure, tout un graphe qui va vous montrer la dépendance entre les différents objets. Donc, j'ai une seconde ressource donc de type deployment qui s'appelle comme ça et qui pointe donc sur ma première ressource. Ensuite, pour le moment, le reste nous intéresse pas. Et j'ai une troisième ressource de type service qui, elle aussi, s'appelle encore le même nom et qui, elle aussi, pointe sur le même namespace. Donc là, rien d'exceptionnel. Et en Kubernetes, très souvent, on a besoin de selector. Et donc là, qu'est-ce que je dis? Je dis que donc le selector pour mon service va aller chercher le deployment qui s'appelle appdev1. Je vais prendre le spec 0, template 0, méta. En gros, avec cette ligne-là, je vais chercher le label qui a été mis ici pour que mon service s'applique bien sur cet ensemble de deployment-là. Voilà. C'est vraiment la base de Terraform, le fait de pouvoir déclarer des dépendances entre les ressources via ce mécanisme-là de nommage et donc d'accès, de référence aux différentes ressources. Ensuite, j'ai une autre source, c'est celle qui est issue des slides, qui s'appelle Random. Et elle, là, j'ai un truc spécial. C'est quelque chose. Alors, comme on fait de la déclaration de ressources, on n'a donc pas la notion de if. Ça dit pas, on peut pas dire si quelque chose, alors ça. Il n'y a pas de conditionnel. Donc la solution pour réellement le faire d'un point de vue de Terraform, ça veut dire que on va lui dire le nombre de fois qu'on veut la ressource sur notre infrastructure. Et donc là, par exemple, si j'ai une variable
qui s'appelle envType qui est égal à dev, alors je veux la ressource une fois dans mon infrastructure, et si non, bah, je la veux pas. C'est déjà une première approche pour essayer de faire du pseudo-conditionnel entre le fait d'avoir des ressources ou pas en fonction de certains attributs ou certaines variables. Donc là, justement, on parle de variables. Donc là, on a la variable envType. Et en fait, la variable envType, bah, c'est un autre type d'objet que je peux déclarer dans mon fichier Terraform, où je vais dire que donc c'est une variable. Elle va s'appeler envType. Elle va avoir un type. Donc là, ça va être une chaîne de caractères. Elle va avoir une valeur par défaut. Je vais pouvoir lui donner une description, comme ça, quand j'aurai le message d'erreur qui me dit j'ai oublié de la donner enfin, ça permettra d'avoir un petit peu de contexte sur cette variable-là. Et ce qui est très pratique et que je vous encourage très fortement à faire quand ça a du sens, c'est de mettre des validateurs sur ces variables pour être certain que les variables qui sont données à Terraform pour provisionner l'infrastructure, eh bien, contiennent bien les valeurs attendues par votre infrastructure. Donc là, j'ai mis int ppr pour pré-prod et prd pour prod. C'est donc les 3 seules valeurs possibles pour ma variable envType. Si j'en mets une autre, je me retrouverai avec un message d'erreur, mauvaise valeur. Toujours dans mon exemple, j'ai un data, où là je demande à mon cluster, donne-moi la liste des namespaces. C'est pas une information que j'ai envie forcément de gérer parce que peut-être qu'il va y avoir d'autres namespaces que je ne gère pas, mais ça peut être une information. Alors, c'est peut-être pas la plus pertinente à utiliser, mais là c'est pour vous montrer le principe où donc j'ai une data qui donc est de type Kubernetes all namespace et quand j'en aurai besoin, bah, je pourrais l'appeler avec ce nom. Lorsque vous allez exécuter le Terraform, il va vous afficher des informations sur ce qu'il va faire dans le cas du plan ou ce qu'il a fait dans le cas d'un apply. Et peut-être qu'à la fin, vous aimeriez un petit résumé ou des informations sur des choses qui ont été faites. Et donc là, bon, pour l'exemple toujours, j'affiche à la fin de l'exécution la liste de tous les namespaces présents dans mon cluster. Le but ici, en fait, c'est de voir que mon namespace qui a été créé ici va bien arriver à la fin de mon apply dans mon minikube. Donc ça, c'est toutes les ressources que j'ai envie de déclarer. Sauf que Terraform, c'est magique, mais il faut quand même l'aider un peu sur certains trucs. Et donc, bah, par exemple, tout en haut, je lui ai dit que j'allais utiliser le provider Kubernetes, mais il faut quand même que je précise à Terraform quelle version du provider je veux utiliser. Et donc, dans la partie, donc, je vais configurer Terraform et je vais lui dire que, bah, dans les providers, enfin, les providers que j'utilise, je vais préciser que l'opérateur Kubernetes que je veux utiliser, hop là, tu vas aller le chercher directement sur le repo de Terraform et j'aimerais au moins la version 2.0.0. Tout le système de versionning avec des supérieurs égales, tilde, etc. est documenté. C'est pas le but ici, là, c'est juste se souvenir, enfin, bien savoir que vous allez pouvoir comme ça fixer vos versions ou justement pas les fixer. Enfin, vous pouvez gérer les versions qui vont être téléchargées. Donc là, ça y est, donc notre Terraform va être capable de récupérer le provider. Via les ressources, donc il va pouvoir appliquer ses ressources en utilisant le provider. Maintenant, on va lui dire où sauvegarder le state qui va être généré. Alors, j'ai pas de AWS sur mon PC. Du coup, pour pour faciliter la démonstration, je me suis installé un Minio, un storage équivalent point de vue API au bucket S3 d'Amazon. Et donc, paf, ça c'était mon test de tout à l'heure pour être certain que ça marche encore. Donc, je me suis créé un bucket qui est vide. Pour avoir accès à ce bucket, j'ai besoin d'être authentifié, donc je ne sais plus où, je me suis créé une clé d'authentification. En gros, je dis donc à mon Terraform qu'il va enregistrer les TS state dans un bucket S3, enfin de type S3. Le nom du bucket, ça va être ça. Le nom des fichiers qu'il va m'enregistrer, ça va être ceux-là. Si on précise pas, en fait, par défaut, ça restera sur le nom terraform.tstate. J'ai envie de les nommer parce que pour la suite, vous allez voir, c'est mieux de les nommer. Je lui dis où se trouve
mon bucket. Donc là, je triche en disant que c'est un min.io. Je lui donne de manière très lisible l'access key et le secret key. Et ensuite, j'ai d'autres paramètres où je désactive beaucoup de choses parce que min.io gère moins de choses que S3. Donc du coup, pour les besoins de la démonstration, je les désactive. Évidemment, vous ne faites pas ça, hein, surtout désactiver les credential vérifications, c'est pas bien. Donc là, je suis content, j'ai donc un joli fichier Terraform. Et donc, qu'est-ce que nous disait le TP? Eh bien, ça va être de tester ces différentes commandes. Terraform, donc, est un outil, un CLI, donc codé en Go, et c'est avec lui qu'on va exécuter beaucoup de choses. Pendant cette présentation, tout comme durant le projet, nous n'utilisions pas la version cloud de Terraform, donc j'en parlerai pas du tout. La version cloud propose des IHM pour faire plein de trucs. Nous, on va tout faire en ligne de commande. Donc, FMT, formateur. Alors là, j'ai écrit un joli fichier. J'ai écrit un fichier, sauf qu'en fait, il ne respecte pas la façon dont on écrit d'habitude des fichiers Terraform. Parce que en Terraform, c'est comme en Go. En fait, on aligne les égales. Oui, je sais, c'est tellement simple. Il y en a qui se sont battus sur la bataille espace-tabulation. C'est tellement mieux de se battre sur l'alignement des espaces. Sauf que là, ça va pas être simple à faire. Et donc, la commande Terraform, là, c'est toi que je veux. Toi, je vais mettre là. Hop. Du coup, on est dans le répertoire 0.1. Hop, on va être ici. Vous voyez bien? Terraform FMT. Donc là, j'ai lancé la commande. Il m'a dit qu'il a modifié un fichier. Et si je reviens sur le fichier en question, et donc en fait, automatiquement, il m'a rajouté tous les trucs qui vont bien. En fait, il formate le fichier, ce qui va vous permettre de tout le temps avoir un premier niveau de linter sur vos fichiers. Il y a quelques mois, j'ai fait une presse au Meetup DevOps où je parle de pre-commit, qui est un outil que vous pouvez mettre en place sur vos outils Git pour pouvoir lancer un certain nombre de commandes avant de faire un commit. Et je parle justement de Terraform FMT pour pouvoir linter vos fichiers Terraform s'il y en a besoin. Voilà, elle doit être disponible sur YouTube quelque part, je crois. Ouais. Donc voilà, donc Terraform FMT, c'est très pratique parce que ça va vous faciliter les diffs quand ça pourrait vous faciliter les diffs quand vous allez modifier le fichier de quelqu'un d'autre. Alors pourquoi ça pourrait modifier les diffs? Parce que si quelqu'un rajoute une nouvelle valeur ou supprime une nouvelle valeur, supprime une valeur existante, et que donc là on s'attend à ce que le diff ne contienne que la ligne que j'ai supprimée. Sauf que si je fais un FMT, en fait, il y a toutes les lignes qui auront perdu tous les espaces avec le égal, qui vont devenir des différences. Merci les formateurs, go. Donc voilà. Sachez, c'est juste un peu pénible la première fois. Dans certains outils qui permettent de faire les diffs, vous pouvez dire d'ignorer les espaces et ça vous permet de gagner du temps. Donc voilà. Donc là, j'ai fait le FMT. Ça me permet d'avoir un fichier presque propre, enfin un fichier propre qui va être beaucoup plus facilement, beaucoup plus lisible. Toc. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On parle d'un Terraform Validate. Alors, le Terraform Validate va pas vous dire va vous confirmer que ce que vous avez écrit respecte bien la nomenclature d'un fichier Terraform. Ça va pas vous dire que les valeurs que vous mettez sont bonnes ou pas bonnes. Ça va juste confirmer que vous avez bien ouvert vos accolades, fermé vos accolades, que les clés valeurs sont bonnes et que certains attributs obligatoires vont être obligatoires. Mais ça va pas faire beaucoup plus de choses que ça. Mais c'est déjà un premier niveau pour déjà savoir est-ce que mon fichier a une bonne tête ou pas. Et donc ça y est, on va pouvoir faire le init, le plan et le apply. Alors, on va revenir ici. Hop. Ah oui, alors du coup, on va... parce qu'après, vous allez dire il triche, Jérôme et tout. RM. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis en train de supprimer rm-rf, hop, Terraform HCL et tfplan. Hop, voilà. Clear. Voilà, c'est mieux. Donc là, je n'ai que mon fichier main.tf. Et donc, si je fais un Terraform init, qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, il va commencer par initialiser le bucket. C'est-à-dire qu'il va s'assurer que
il arrive à contacter l'endroit où va potentiellement être enregistré le TF-state, ou peut-être un endroit où le TF-state est déjà enregistré. S'il est déjà enregistré, il le rapatrie. S'il n'est pas enregistré, ben, il ne va pas faire autre chose. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure, mon bucket est vide. Hop là, mon bucket, il est ici, il est vide. Donc pour le moment, il n'a pas de TF-state. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il initialise les provider plugins, donc en gros tous les providers qui vont permettre de gérer les choses, donc qui correspondent aux ressources. On voit bien qu'il charge le provider Kubernetes, parce que je l'utilise. Et donc là, il essaie de le télécharger, et je pense que c'était une erreur de le... ça va planter. Petit problème de résolution DNS, ça va se résoudre. Bon. Il va faire le Terraform init, il va télécharger les choses, et donc en attendant, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, ça c'est Minikube. Mon Minikube, là je vous mets un K9S pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc niveau namespace, il y a le namespace par défaut, j'ai un ingress pour pouvoir accéder à mon mini-IO qui est à l'intérieur, j'ai mon mini-IO et j'ai les namespaces de base de Kubernetes. Donc rien d'exceptionnel. Et dans les pods, bah, c'est pareil. Donc là, je vous les affiche tous. Hein. Donc j'ai le pod qui gère Minaio et les pods de système de base. Donc pour le moment, je n'ai rien, j'ai aucune ressource qui correspond à ce que j'ai déclaré dans mes fichiers de ressources. Donc est-ce que ça y est, il a planté? Ah, ça va être long. Donc là, il est censé... Ah bah si, je sais ce que je peux faire en attendant. Hop, on va changer parce que les organisateurs, ils ont dit qu'il fallait mettre un fond clair. Hop, non, pas en keystation. Ah oui, mais... hop, on va voir si ça marche. Terraform. Graph. Oh, putain, je vais y arriver. Oui, non, il faut que ce soit initialisé. Bon. J'aurais pas dû supprimer. Bon, dans les autres répertoires, je supprimerai pas le répertoire Terraform pour pas que ça galère comme ça. Cela, en fait, il est en train de le retélécharger. Vu que j'ai pas de registry en local pour les sauvegarder, il le retélécharge à chaque fois. Pof. Bon. On va continuer en attendant que ça arrive. Donc, le but, c'est de vous montrer avec le init. Ça va télécharger les choses, mais ça va juste télécharger les choses. Ça va donc créer le répertoire .terraform qui va contenir donc, quand on va à l'intérieur, les providers qu'il a téléchargés et différentes choses. Ensuite, quand on fait le Terraform plan, on verra tout à l'heure qu'il va nous afficher les différentes ressources qu'il comprend qu'il doit créer. Donc on va voir qu'il va vouloir créer la ressource namespace, la ressource deployment, la ressource service et la ressource random string qui est la chaîne de caractères. Et ensuite, il va nous proposer de faire le apply. Et quand on va faire le apply, tout devrait être créé dans mon Minikube. Et on verra également que le TF-state a bien été poussé dans mon Minikube, dans mon Minaio. Oui, là, ça va être problématique. Code Wi-Fi. On va essayer. Ah non, je ne peux pas déclarer de... Attends, si je fais ça, context cancel et qu'on réessaye. Attendez, hop. Non, tac. Ouais, c'est ça. Hop. Donc du coup, hop. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, vous avez déjà vu. Allez. Oh, putain. Il y a du mieux. Le nom est résolu. Maintenant, est-ce qu'il trouve le chemin? Oui, on va dire qu'il va trouver le chemin. Non, si. Donc là, c'est bon, il trouve le chemin. Donc ça devrait marcher. Sinon, je passerai sur le Wi-Fi. Sinon, si ça ne marche pas, ça va être un peu embêtant. Random. Hop.
En fait, j'aurais dû fixer la version pour être certain qu'il ne me la télécharge pas à chaque fois. Parce que là, du coup, il va chercher à chaque fois. Oh non. Déception. Je pense pas que ça vienne de... Là, c'est bon. On va y arriver. Non, on va faire ça dans un nouvel onglet. Toc. Je suis vraiment désolé. Git, Jérôme. TerraGrunt, démo 01. Et du coup, hop, Terraform init. Bon. Du coup, on reviendra dessus. Enfin, c'est pas qu'on reviendra dessus, mais comme on va le redécliner celui-là dans toutes les autres étapes d'après, on va essayer de le laisser terminer et puis voilà. Donc, toc, on reviendra dessus après. Donc là, quand on est arrivé, j'avais 2 collègues de Zenica quand on est arrivé chez le client. Ils étaient déjà ils avaient déjà plusieurs de leurs projets qui avaient été configurés avec des clics-clics dans GCP, et ils avaient déjà commencé donc à créer les fichiers de ressources pour toutes ces ressources GCP, utiliser le Terraform import pour pouvoir dire au tstate la ressource existe déjà, et donc ils avaient créé un certain nombre de projets déjà sur ce principe-là. Sauf que pour pouvoir gérer tout ça, eh bien, il y avait plein de projets. Donc, il y avait en gros autant de projets Terraform qu'il y avait d'applications déclarées dans chaque projet GCP. Et donc, on s'est retrouvé à un moment avec donc un projet par environnement et application. C'est-à-dire que mon application 1, elle avait un dépôt Git pour l'application 1 en dev aux US, pour le client 1. Un projet Git pour l'application 1 aux US pour le client 2, etc., etc. Donc il y avait énormément de configurations. Donc c'était pour le dev, mais pour la recette, pour la prod, et etc. à chaque fois. Et donc quand on est arrivé, il y avait un peu beaucoup trop de, là je vais trop vite, un peu beaucoup trop de fichiers. Et donc on a essayé de chercher, voir comment est-ce qu'on pouvait faire. Donc déjà on va essayer de se mettre dans cette position de comment est-ce que c'était géré. Par contre, s'il n'y a rien qui marche, ça va être vraiment très gênant. Ça va vraiment être très gênant. Donc, on va continuer là, on va revenir là, parce que c'est là qu'on doit aller après. Donc normalement, là, ce fichier-là, il a fonctionné. Et donc, dans la vraie vie de chez mon client, donc là, on va aller dans le 2, on avait donc le répertoire, le fichier de ressources, on avait donc un fichier de ressources par projet. Et donc, une des premières choses qu'on a commencé par faire, c'est de dire, au lieu de tout mettre dans un seul fichier, ça va être de séparer les ressources dans des fichiers différents. Parce que quand on va vouloir faire des modifications, pour faire des diffs, ça va être plus simple de faire des diffs juste sur un seul fichier, plutôt que d'avoir les 300 ressources d'un projet dans un seul fichier. Donc, qu'est-ce qu'on a commencé par faire? Eh ben, notre application, on l'a donc le deployment et le service, on les a mises dans un fichier Terraform du nom de l'application. Notre namespace, comme il était commun à plusieurs applications dans notre projet, on a créé un fichier spécial pour notre namespace, et c'est la séparation des ressources. On a essayé de les séparer d'un point de vue logique, où dans un fichier était regroupé tout ce qui était lié au projet GCP, et chaque fichier après correspondait à l'application ou au bucket, l'ensemble de buckets qu'on pouvait créer, ou de network, ou des différents éléments qu'on avait à créer. Le data, on a créé un fichier purement data, parce que lui, c'était plus simple sur le long terme de se dire toutes les datas sont au même endroit. Ça évite d'avoir à redéfinir plusieurs fois les mêmes datas dans des fichiers différents. Si mon namespace et mon application ont besoin du même data, peut-être que le premier développeur va le mettre dans le fichier namespace, et puis le deuxième va le mettre dans le fichier application. Du coup, ça va lui dire que il y a déjà un nom identique, donc ça va râler. Donc on a préféré tout condenser dans un seul fichier data. Le variable, on a créé un fichier purement variable qui contient donc du coup toutes les variables.
Donc là, il y a un petit spoil pour la suite, etc. Et dans notre fichier main, on a conservé juste la configuration de Terraform. Donc ça veut dire que la partie backend est dans un fichier backend, et là on peut voir que on retrouve dans le fichier backend et dans le fichier main, on retrouve l'appellation Terraform. En fait, ce que fait Terraform, c'est qu'il va merger tous les fichiers. Terraform ne va pas prendre les fichiers un par un, il va tous les prendre, il va dans son espace mémoire gérer, déclarer, enfin importer toutes les ressources pour pouvoir faire le graphe de dépendance entre toutes les ressources définies dans tous vos fichiers Terraform. Dans le hoster, il y a mon random, et dans mon output, j'ai mon output. Et dans mon provider, j'ai mon provider. Donc l'idée, ça a été la première étape de déjà arrêter d'avoir un fichier de 3000 lignes, et on a préféré avoir plusieurs fichiers de moins de lignes pour pouvoir plus facilement gérer les modifications et les mises à jour des différentes choses. Je vous cache pas que quand il y a le gros fichier et qu'il faut commencer à tout séparer, c'est un taf pas forcément super passionnant, mais qui par la suite fait gagner beaucoup de temps. On l'a un peu scripté pour gagner du temps. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on a, le résultat du découpage pour l'application 1 en dev. Sauf que l'application 1 en dev, elle existe aussi en prod et elle existe aussi en int. Du coup, alors là, je vous montre comment je suis assez rapide. On va exécuter ce que faisaient certains développeurs avant qu'on arrive. Ils avaient créé une fois qu'ils avaient créé le projet Terraform pour le dev, ils faisaient un copie projet. Là, je me suis gratté, j'ai touché. Ce qui fait, ça faisait une copie des fichiers pour les différents environnements. Et du coup, après, il faut aller dans chaque environnement. Donc l'applicatif, le namespace, le namespace ici, il faut le changer de nom parce qu'il y a déjà un namespace qui s'appelle dev. Là, je suis dans int, donc du coup, on va l'appeler int. Du coup, ce serait logique d'appeler également la ressource avec le même nom. Dans le, du coup. Voilà, on fait du remplacement global, toc. Le backend, lui, il contenait aussi le nom de l'environnement dans le nom du fichier tfstate. Le data a pas changé parce que lui il continue d'exposer tous les namespaces. Le hoster il reste là, le output il reste là, le provider c'est toujours le même. Et dans les variables, on s'aperçoit que zut, en fait dans notre projet de dev qu'on avait initialisé, on s'attendait à ce que la variable d'environnement, donc par défaut c'est dev, mais là, en fait nous on va vouloir du int. Hop, donc du coup ça veut dire qu'on change ici. Ah ouais, mais en fait on a déjà copié sur la variable ici, donc il faut aussi que je le modifie ici. Et du coup, donc là je mets le int, ça c'est pour le validateur de variable, mais là je viens de le faire sur la prod, donc ça veut dire aussi qu'en prod, partout où c'est écrit dev, faut que j'écrive PRD. Le backend, hop là, PRD. Oui, il faut que j'enregistre aussi au fur et à mesure, sinon ça va pas le faire. Toc. Le namespace, PRD aussi. PRD. Toc. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Toc. Et donc, là, assez rapidement, parce que j'avais 3 ressources, j'ai été capable de dupliquer la déclaration des ressources de dev pour int et pour prod. Mais si vous avez tout de suite plein de ressources, c'est tout de suite beaucoup plus pénible. Donc, on va chercher des solutions. Alors, avant de chercher ces solutions, on va déjà se dire, tiens, donc ça marche toujours pas, ça va être très embêtant. CD 02, CD app1 dev, Terraform init. Ils n'étaient pas chargés. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Comment? Ah ouais. Peut-être, ouais. Comment? Non, j'ai tout supprimé dans le début pour mon. Normalement, je pensais que tout allait marcher du premier coup. Du coup, tu l'as?
juste Terraform.io. Attends. Donc, ah non, là c'est fail to verify le certificat. Pas mieux. Comment je peux faire ça? Attends, hop. Ah. Ah oui, mais le dig fonctionne, mais pas le Terraform init. Bon, ça va être très très long. Bon, bah du coup, désolé, mais je pourrais pas pour le moment vous montrer le résultat des commandes Terraform. Du coup, on va continuer sur les modifications de fichiers. Donc, en faisant ce type de modification, donc prendre une première version du répertoire Terraform qui permette de déployer un environnement de dev, de le dupliquer, puis de le modifier pour faire la int, puis de le dupliquer, etc. Fait qu'au bout d'un certain temps, on va s'apercevoir que on avait oublié dans notre première version de dev de gérer certains cas. Ce que, du coup, laisse deviner ce bout de code, c'est que donc dans la définition de mon service, donc ici, j'avais fixé le port du autre port. Donc forcément que quand je l'ai fait tester en dev et que je l'ai retesté en dev et que je l'ai retesté en dev, ça marchait tout le temps parce que c'était toujours le même environnement que je déployais. Mais quand je suis arrivé à essayer de déployer mon environnement de int, je suis tombé sur une variable donc qui du coup était, enfin une valeur qui était déjà utilisée. Donc la solution pour ce genre de choses, c'est évidemment de créer une variable qui va nous permettre de variabiliser la création la définition des ports. Donc là, je continue de dire que la variable, ça va être le 1. La valeur par défaut, c'est le 1. Là, la valeur par défaut, ça va continuer d'être le 1. J'ai pas enregistré partout. De toute façon, vu que ça marche pas, c'est pas grave. Et donc, une fois que j'ai fait ça, hop. Oh, on allait plus loin, je crois. Je pense qu'après, je copierai le répertoire. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, du coup, je vais être... Oh, touche plus rien. Du coup, on va faire un plan. Donc là, je suis sur l'environnement de dev. J'ai fait le init et on va tenter le plan, qui lui marche parce que là, tout est en local, puisque une fois qu'il a téléchargé le provider, donc là, c'est pour dev, il est capable, il a tout ce qu'il faut pour se connecter à mon minikube. Donc, on regarde sous quel format il nous affiche ça. Donc, alors, oui, c'est un petit peu verbeux, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit tout ce qu'il va faire. Dans l'interface, les petits plus, ça veut dire qu'il va faire des create, les tildes, c'est de la modification, et les moins, ça va être de la suppression. Donc là, il va nous créer une nouvelle ressource, et en fait, sur cette nouvelle ressource, il nous dit tout ce qu'il va positionner comme valeur. Et là, on voit qu'il donne beaucoup plus d'informations que ce que moi j'ai défini dans le fichier de ressources, parce qu'il y a plein de valeurs par défaut, et donc c'est toutes les valeurs qui vont être appliquées par défaut. Donc là, on retrouve bien mon deployment, ici on retrouve bien mon namespace, et on retrouve bien mon service et ma random string. Et dans mon output, il me dit bien que pour le moment, je n'ai que ça. Donc là, on va croiser les doigts. Donc là, il me réaffiche les mêmes informations et il me demande est-ce que tu veux les appliquer. Je dis oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, on voit que il m'a créé des ressources à chaque fois. Et à la fin, dans ma liste, je n'ai pas mon namespace parce qu'il ne l'a pas réinterrogé. Je l'aurai sur les coups d'après. Donc là, le test state, si je regarde, il n'est pas présent en local. Et si je vais dans mon... Je suis désolé, je suis un peu perdu dans ma tête là. Et si je rafraîchis mon min.io, mon test state est arrivé ici. Et j'ai moyen de l'afficher. Hop. Alors, attention quand vous avez des
TF-state. C'est un format JSON, donc lisible par n'importe qui. Donc le TF-state, en fonction de l'endroit où vous le sauvegardez, peut-être que trop de monde vont y avoir accès. Le problème du TF-state au format Terraform, c'est que si quelque part vous avez des données qui s'appellent mots de passe et que vous les avez déclarées, elles apparaîtront dans le TF-state telles que vous les avez déclarées. Donc si vous utilisez Terraform pour provisionner des choses qui nécessitent des mots de passe, utilisez d'autres outils pour sécuriser ces mots de passe, pour ne pas qu'ils soient présents dans les fichiers TF-state. Et très souvent, on va continuer dans la galaxie HashiCorp et on va utiliser Vault qui va vous permettre de masquer les mots de passe. Sinon, il n'y a pas d'autre solution, sauf si c'est vous qui chiffrez, hachez, offusquez les mots de passe pour pas que les utilisateurs qui accèdent aux fichiers TF-state puissent les lire. Donc ça, c'était le TF-state, et donc là, ça marche. Donc là, je suis dans mon... on va rester dans celui-là. J'aurais dû mettre le thème matériel par défaut, et zoomer aussi. On va tester, alors du coup, vu qu'on n'a pas trop de temps, on va dire que... Terraform. Là, ça va marcher du premier coup. Donc là, c'est essayer d'appliquer l'environnement de int, mais ça va pas mieux marcher, j'ai pas l'impression. Et donc c'est là, normalement, à la première exécution, il nous dit que il galère sur le node port parce qu'il existe déjà, et donc c'est là où je vous montre comment on rajoute une nouvelle variable pour variabiliser le node port pour pouvoir avoir donc plusieurs projets qui vont faire exactement la même chose, mais avec des petites variables différentes. Et donc pour la prod, exactement pareil après. Je suis désolé. Hop. Toc, toc, toc. Hop. Donc, si je clique pas sur les bons liens, ça va pas le faire non plus. Donc cette première itération du projet, donc qui était déjà débutée avant que mes collègues et moi on arrive chez ce client-là, et les ops du coup passaient beaucoup de temps à créer une première fois le projet, puis à le dupliquer et à le reconfigurer pour les différents cas d'utilisation. Il est possible avec Terraform de faire d'utiliser des fichiers d'environnement, des fichiers de variables. Un fichier de variable, qu'est-ce que c'est? Ça va être un fichier que vous allez mettre dans le répertoire ou ailleurs. Alors, très souvent, on va l'appeler terraform.tf vars pour dire que c'est des variables. Et du coup, c'est des fichiers qui vont être au format clé-valeur. Donc là, par exemple, pour mon environnement de int, je vais dire que la variable de serveur port, comme elle est ici, hop, je vais pas prendre la valeur par défaut, du coup, pour la int, je vais dire que ça va être cette valeur-là. Et en plus de ça, là, si je l'exécute en int, il va me dire que, comme je lui ai pas donné la variable d'environnement, il va considérer que c'est dev, puisque c'est la valeur par défaut. Donc, je vais également rajouter l'information dans mon environnement ici, que ici, je suis en int. Et donc, si il a réussi... Ah non, tristesse. Du coup, tristesse. Donc là, du coup, normalement, le plan puis le apply devrait nous afficher que le service port va bien se faire sur le fichier ce port-là et que la variable d'environnement ne va pas être générée parce que l'environnement contient la valeur int et pas la valeur dev avec le count qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'était l'itération 1. Donc, très rapidement, quand on est arrivé, on a dit on vient pas là pour souffrir. Du coup, on va proposer d'autres solutions. Et alors, avant de proposer d'autres solutions, on a commencé par lister les désavantages et les avantages quand même de cette solution. L'avantage de cette solution, c'est que au moins quand on veut gérer un projet, on a le repo Git et on a l'intégralité de ce projet dans ce repo Git. Et il y a un TF-state associé et du coup il est dans le bucket et tout le monde sait exactement, en fonction des accès de chacun. Chacun peut gérer peut-être juste l'environnement ou l'ensemble des environnements qu'il doit gérer.
le back-end est dédié à ce projet. C'est-à-dire que j'ai un seul tstate, un seul endroit où va se trouver le fichier. Dans le cas des fichiers S3, il y a la possibilité de nommer les tstate. Dans certains types de back-end, vous n'avez pas le choix, le fichier tstate s'appelle forcément terraform.tstate. Ça veut donc dire que si vous avez deux projets, vous ne pouvez pas les mettre dans le même bucket, vous êtes obligé soit de gérer un niveau de répertoire, soit d'avoir des buckets différents. Donc attention à ça. Et donc les limites, beaucoup de répétitions, que dès qu'il y a une modification à faire quelque part, faut la reporter dans les autres. Si vous voulez compléter l'environnement de dev, parce que c'est le dev, bon, c'est normal. Et puis le jour du passage en int, il faudra faire un diff entre votre projet de dev et de int pour savoir quelles sont les ressources qu'il va falloir recopier dans le int, et la même blague pour passer de int à prod. Donc ça fait beaucoup de transferts de fichiers et ça fait beaucoup d'erreurs possibles lorsqu'on déploie un projet. Et donc, nous, on a trouvé qu'il y avait trop de projets Git et surtout qu'il n'y avait pas d'uniformisation parce que d'un projet dev à int, des fois certaines choses avaient été réécrites sur le int parce qu'il y avait peut-être des différences par rapport à la dev. Et quand on arrivait sur la prod, il y avait encore d'autres différences et donc on se retrouvait avec en fait trois projets complètement différents qui reflétaient pas le passage de dev à int pour arriver à la prod. Et donc, du coup, il n'y avait pas de cycle de vie global. Et donc, est arrivée la proposition d'utiliser les workspaces de Terraform. J'ai pris un max de retard. Itération 2, les workspaces. L'idée des workspaces, c'est de dire qu'on va avoir qu'un seul... on est en 3. On va avoir qu'un seul projet. Donc ici, que j'ai appelé app1-env, qui, du coup, ne va pas directement dépendre de l'environnement que l'on veut déployer. Donc là, on va fermer ça. Donc mon namespace, mon deployment ne contient pas le int. Et en fait, je vais variabiliser les différents environnements. Du coup, je rajoute ici le type d'environnement. Ça veut donc dire que maintenant, ma variable env-type va pouvoir être utilisée à plein d'endroits dans mon code. Là où avant, c'était dans mes différents répertoires que je venais remplacer dev par int et int par prod. Là, en fait, j'ai une variable et ça va être juste la variable qui va être utilisée partout pour pouvoir faire référence à cette variable-là. Et ça va déjà être un premier niveau pour essayer d'uniformiser les fichiers Terraform pour la int, la dev et la prod. Donc déjà, j'ai remodifié tous mes fichiers. Donc là, pour ce type de déploiement, je ne vais avoir besoin que d'un seul répertoire. Multi-environnement, mais d'un seul répertoire. Donc ici, j'ai variable. Du coup, j'ai variable ici. Mon node port, j'ai toujours ma variable node port. Mes back-end, ça va toujours enregistrer au même endroit. Et là, j'ai mis juste env. Pour le moment, mon back-end, là, je suis en train de lui dire tu vas tout mettre à cet endroit-là. Du coup, peut-être que ça va poser un problème. Ou pas. Mes datas, c'est les mêmes. Mon main, il ressemble fortement. Ça, c'est ce qu'on voit après. Mon namespace contient donc dans sa déclaration le nom de l'environnement, etc., etc. Donc ça veut dire que maintenant, dans mon environnement, dans mon projet, l'environnement en tant que variable va devenir très fort comme information. Et donc, c'est pour ça que la validation est très importante pour être certain que l'information va bien être maîtrisée et pas que quelqu'un a créé un nouvel environnement en l'appelant PPR ou Jérôme ou n'importe quoi. Donc voilà, hop. Ça va être la galère. Hop. Donc, on va aller directement dans le 3. Hop, dans le 3, on va aller dans App1. Et donc là, on va tenter un Terraform. Oui, j'insiste, mais j'ai pas le choix. Donc, le Terraform init a marché. Donc là, si je fais le plan, du coup, il me propose pas mal de choses. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ce qui fait mon type de déploiement, enfin la structure, j'utilise beaucoup la variable env-type pour pouvoir tout faire. Et j'ai dit que par défaut, je fais du dev. Mais si j'enlève la valeur par défaut et que je réessaye, hop là, du coup, on va fermer celui-là. Là, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai besoin d'une variable d'environnement qui s'appelle env-type. Est-ce que tu peux me la donner, s'il te plaît? Ouais, je suis un petit malin.
Toc, eh ben non, Jérôme ne fait pas partie, c'est une mauvaise valeur. Donc du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Donc j'ai décidé de n'avoir qu'un seul projet guide pour gérer plusieurs environnements. Et donc c'est là où on va utiliser le Terraform Workspace, où en fait donc c'est une fonctionnalité standard de Terraform qui propose de gérer des espaces de travail. Et donc on va dire, je veux créer un nouvel espace de travail que je vais appeler dev. Du coup, si je lui fais un Terraform show, il me dit bien, je suis sur l'environnement dev. Et par contre, si je fais un list, il me dit qu'il y a un environnement par défaut et un environnement dev. L'environnement par défaut, ça va être celui qui va être utilisé si vous ne dites pas d'utiliser l'environnement dev. Donc en gros, c'était comme avant, mais voilà, c'est pour gérer je ne sais pas quel cas. Et donc quand vous passez sur les workspaces, faites très attention parce que très souvent, vous allez croire être sur un environnement alors que vous n'êtes pas au bon endroit. J'ai pas eu le temps, mais il est possible en fonction de vos terminaux, si vous utilisez par exemple ZSH, de rajouter le nom, donc là j'ai le nom de la branche Git sur laquelle je suis, mais c'est également possible de rajouter le nom du workspace sur lequel je suis, pour que quand vous êtes dans un projet, vous sachiez exactement dans quel workspace ce projet va faire les modifications. Donc là, j'ai fait ça. Donc là, si je fais maintenant un Terraform plan, j'ai juste déclaré un nouveau workspace, mais je lui ai toujours pas donné cette variable env-type. Et donc, comment est-ce que très souvent on va faire avec des workspaces? C'est on va passer par des fichiers de configuration. Ces fichiers de configuration, là, si je le rappelle directement tfvars, là, si je l'appelle comme ça, en fait, tous les projets, quel que soit mon workspace, va utiliser celui-là. Et donc, très souvent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va coller ici, dans le nom du fichier, le nom du workspace qui nous intéresse. Env-type égale dev, et les autres, non, on va avoir un, j'ai quoi d'autre? Nombre de réplicas 1, et la dernière c'est quoi? La dernière c'est service port, ah ben non, c'est la bonne. Donc là sur mon environnement de dev, pour mon environnement de dev, j'ai créé un fichier de Terraform. Et donc à Terraform, il va falloir que je lui dise d'utiliser le var-file que je viens de créer, qui s'appelle terraformdev .tfvars. Pareil, à force d'utiliser les fichiers, les environnements, si vous nommez vos fichiers d'environnement en fonction du workspace, vous allez très rapidement en arriver à faire un terraform workspace show. Histoire qu'en fait, il vous concatène dans les lignes de commande l'utilisation directement du fichier tfvars qui correspond au workspace sur lequel vous êtes connecté. Comme ça, vous risquez jamais d'utiliser un tfvars qui correspond pas au workspace sur lequel vous croyez être, mais qu'en fait, vous n'êtes pas dessus. Donc là, je lui donne, donc il l'a bien ingurgité puisqu'il a été capable de démarrer, de faire le plan sans avoir à me demander les variables qu'il manquait. Et si donc je regarde, donc là, il a bien créé mon deployment avec le -dev. Le namespace, il me l'a bien créé aussi avec le dev. Le port, il a gardé la valeur par défaut. Et en plus de ça, il y a le nombre de nœuds de réplicas dans mon deployment qui maintenant est variabilisé. Parce que ce que j'aurais dû vous montrer tout à l'heure quand on faisait les différents tests entre int, prod et dev avec des répertoires séparés, c'est qu'on allait s'apercevoir qu'il y avait autant de prod, autant de réplicas sur chacun des 3 environnements et que donc il fallait aller sur chacun des environnements pour le modifier. Donc là, c'est variabilisé, ce qui permet donc pour le dev d'avoir cet environnement-là. Du coup, si je fais un apply, hop, ça devrait me le créer avec un yes. Et donc, si je veux créer les autres environnements, là, ce coup-ci, je peux faire de la duplication, mais juste de fichiers de configuration, ce qui est tout de suite plus rapide à faire. Ah oui, donc oui. Du premier environnement, le namespace dev, je l'avais pas supprimé, donc forcément, il me dit qu'il existe déjà, mais c'est pas grave. Disons qu'on va faire un terraform workspace new int, parce que c'est le fichier que je viens de créer. Et là, je lui dis,
applique-moi le Terraform avec le fichier qui correspond au workspace sur lequel je suis connecté. Là, dans les outputs, j'ai rajouté, pour gagner du temps, le nom de l'environnement sur lequel je pointe. Donc là, on est bien sur int. Là, le truc, par contre, c'est qu'il va réutiliser la même variable la même valeur de notre port. Allez. Merci. Tac. Donc du coup, no. Hop. Donc là, j'ai pas modifié dans le bon. Int, j'ai enregistré. Là, j'ai ces mêmes valeurs. Super. Toc, toc. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai la bonne valeur. Et donc, si je fais yes, là, ce coup-ci, ça devrait marcher parce qu'il n'y a pas encore le namespace int. Et donc, hop, si je fais ça ici. Donc là, je suis dans les namespaces. Il m'a bien créé les deux namespaces. Et non, je suis dans les pods. Il m'a bien créé deux pods, un pour chacun des namespaces. Et donc, c'est plus facile, c'est mon avis, de gérer ça comme ça, parce que maintenant, vous ne gérez plus que de la configuration qui fait de la différence entre vos différents environnements. J'ai pas le temps, mais du coup, vous faire la démonstration sur la prod, ça revient à recréer un nouveau workspace prod, de créer le fichier vars qui va s'appeler pareil que le workspace de la prod, de modifier les variables pour avoir les variables de prod, et après ça, c'est plutôt simple d'obtenir du coup les différents objets à créer en fonction de votre environnement. Donc ça, on était très content parce que ça diminue par 3 les projets Git, parce que maintenant on n'a plus qu'un seul projet Git là où avant on en avait 3. Et ça permet d'avoir en plus une uniformisation entre la déclaration de chacune des ressources, puisque maintenant on sait qu'en int, dev et prod, c'est tout le temps les mêmes ressources qui vont être déclarées à la configuration près. Pour aller plus loin, on s'est dit, alors là on a commencé à faire ça, mais on s'est aperçu qu'on a plusieurs projets qui partageaient le même type de configuration. On redéclarait très souvent le même deployment au nom du conteneur prêt ou ce genre de choses. Et donc, avec Terraform, il est possible d'avoir ce qu'on appelle des modules. Un module, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va être un projet Terraform ailleurs ou à côté, qui va contenir un fichier Terraform, par convention qui va s'appeler main, qui va contenir le même type d'informations que notre projet Terraform. Donc là, j'ai la configuration de mon Terraform. J'ai défini, donc là, c'est un provider Minayo pour pouvoir interagir avec Minayo. Et du coup, qu'est-ce que je demande? En fait, il va y avoir une variable qui va être le nom du bucket que je veux créer dans Minayo. Et pour pouvoir, une fois que la variable aura été donnée au module, Minayo va pouvoir être configuré avec ça. Et en retour, mon module expose l'ID et l'URL de mon bucket qui vient d'être créé. Donc ça, je suis content. Et donc, pour pouvoir le faire, dans mon projet d'environnement, donc là, hop, on gagne du temps. Je lui dis donc un nouveau type de déclaration dans Terraform. Là, on va appeler ça un module qu'on va nommer. On va lui dire où est la source. Donc là, c'est facile, c'est un chemin relatif. Ça pourrait être une URL vers un repo Git. Ça pourrait être une URL vers un repo Terraform. En fait, en gros, vous expliquez à Terraform local où est-ce qu'il doit récupérer l'information. Et après, vous lui donnez les variables qui vont permettre au module de s'exécuter. Donc là, on a vu, la variable qui était attendue, c'était Minayo bucket name. Et les names, ça va être le nom du bucket pour l'environnement. Ici. Et donc, si je refais le plan ici, donc là, normalement, comme mon environnement est déjà créé, il ne devrait me demander que il ne devrait me proposer que l'ajout du nouveau bucket, parce que c'est la seule chose qui est différente entre l'apply qui vient de se faire, où il a déjà ajouté 3 éléments, et le nouveau. Oui. Oh, il faut... Le fait de rajouter des nouveaux providers ou des nouveaux modules ou ce genre de choses, ça change la structure globale de votre TS state. Et donc à chaque fois, il faut refaire un Terraform init. Et croiser les doigts. Et croiser les doigts. Allez, on y croit. Bon, on va le laisser faire. Mais donc l'idée, voilà, les modules, ça va vous permettre d'avoir un premier niveau d'abstraction. Si vous avez plusieurs projets Terraform qui partagent un même
type d'information, eh bien, faut pas hésiter oui, tout le monde est sur le suspense de ce que ça va marcher ou pas. Donc, du coup, ça va être un premier niveau d'abstraction pour pouvoir partager un ensemble de configurations entre plusieurs fichiers. Vous pouvez écrire les vôtres. Sur le site de Terraform, vous pouvez trouver des modules déjà écrits par d'autres. Si vous avez tout un ensemble de ressources AWS, GCP et du coup Azure, il existe déjà des modules déjà créés qui très facilement vont vous permettre de créer toute une chaîne d'objets juste à partir d'un module et de quelques variables de configuration. Bon, on va le laisser finir tranquillement. Et donc voilà. Donc là, c'est cool. On en arrive donc à 44 minutes qui me restent. On en arrive donc là où, avec Fred et Glenn, on a pu faire des projets. Du coup, on s'est aperçu que il y avait plus de répétition de fichiers Terraform. Il y avait maintenant que de la configuration à faire. On avait un fichier Terraform par workspace. Dans notre cas, à nous, comme ils étaient tous dans le même bucket, ah oui, c'est ce que je vous ai pas montré. Hop là. Ici, si je rafraîchis, refresh. En fait, donc dans mon bucket, il m'a créé un répertoire env. C'est le nom qu'il a donné dans le cadre de mon bucket. Et je me retrouve en fait avec un répertoire par workspace. Et dans chacun de ces workspaces, je me retrouve avec le fichier tfstate attendu, donc qui contient la configuration de chacun des environnements. Et donc, comme sur GCP, il n'y a pas la possibilité à l'époque, il n'y avait pas la possibilité de renommer les fichiers tfstate. Là où avant, on aurait été obligé d'avoir un bucket par projet parce que tous ne s'appelaient que Terraform State. Là, avec les modules, avec les workspaces, on a bien un répertoire par workspace, donc à l'intérieur de chacun peut avoir le fichier terraform.tfstate. Donc, voilà le fait que ce soit séparé. Et du coup, la petite commande magique, c'est un petit peu celle-là, parce que très souvent, si vous utilisez pas ça, vous croyez être dans un workspace, vous lancez la commande Terraform avec le tfvars d'un autre workspace, et vous vous retrouvez avec des trucs un peu chelous, parce que il vous propose des modifications, vous comprenez pas forcément pourquoi. Donc vraiment, essayez. Voilà, c'est des petits tips très pratiques. Donc ça, c'était super cool. Sauf que, le back-end, en fait, il est partagé avec plusieurs. Qu'est-ce que j'entends par back-end? Donc c'est pas toi que je veux, c'est toi que je veux. C'est que au niveau des droits d'accès chez mon client, les droits avaient été décidés d'être gérés sur le bucket. Ça veut dire qu'un développeur de fichiers Terraform avait donc accès au tfstate de production, puisque nous, chez ce client-là, on a géré les droits d'accès non pas par fichier, mais directement par bucket. Donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut éviter parce que très souvent, beaucoup vont vous dire que comme les secrets sont dans les fichiers Terraform, il ne faut pas utiliser Terraform, il faut utiliser Pulumi, troll gratuit. Et donc du coup, la bonne pratique, plutôt que de vouloir absolument chercher d'autres solutions pour ne pas mettre les secrets dans les tfstate, suffit de ne pas donner accès aux tfstate aux gens qui n'ont pas besoin d'y avoir accès, surtout quand ça concerne de la prod. Donc du coup, on a cherché. Nous, ça nous embêtait beaucoup que donc les fichiers de prod soient dans les buckets accessibles aussi par les développeurs. Donc, hop. Et donc, du coup, c'est ce que je remets en gros là. Donc, on a migré donc l'existant qui avait déjà été créé en plusieurs. On l'a passé du temps à n'en refaire déjà qu'un seul projet avec les tfvars. Et pour tous les projets qui n'avaient pas encore été terraformés, on a du coup parti très souvent, on a considéré que c'était l'environnement de prod qui était la vérité, pour créer les fichiers de ressources Terraform en fonction de ce qu'il y avait dans la prod, parce que notre but c'était quand même de ne pas perturber la prod, et donc de corriger la int et la dev en fonction de ce que la prod attendait réellement, en variabilisant tout ce qui nécessitait d'être variabilisé, et également, surtout, en mettant en place des modules qui nous ont permis de ne pas réinventer la roue pour chaque projet. Le problème, le problème on y vient après, et ce que ça a permis aussi, c'est d'avoir un pipeline unique. C'est-à-dire que nos fichiers, donc on était dans Cloud, le builder la CI de chez GCP, qui a plein de limites. Et du coup, on a quand même pu faire en sorte d'avoir un pipeline qui se déclenchait que sur les modifications
des fichiers et qui nous proposait graphiquement le résultat des plans pour chaque environnement et des apply pour chaque, enfin la possibilité d'apply manuellement pour chaque environnement. Ce qui nous a permis de voir, est-ce que c'est ça, voilà, que en fait on avait du drift. Qu'est-ce qu'on appelle du drift? C'est le fait d'avoir des fichiers peut-être qui évoluent, mais pas le résultat. Parce que très souvent, on commence à mettre à jour nos fichiers Terraform pour la prochaine version. Du coup, on met à jour nos fichiers Terraform pour l'environnement de dev, mais on ne l'a pas encore appliqué pour le workspace de int et non plus pour le workspace de prod. Et donc, on se retrouve avec des fichiers archivés pour un projet qui n'étaient plus applicables en production. Sur le dernier tag, évidemment. Si on remontait sur des tags précédents, c'était applicable. Mais voilà. Donc du coup, on se retrouvait avec ce genre de modifications, plus le fait qu'il y avait des gens qui avaient encore accès en écriture à l'interface et donc du coup qui faisaient des modifications et du coup ça pétait tout. Mais ça a été résolu par on prive les gens d'accès en écriture et voilà. Mais sinon, on avait quand même un problème de drift entre ce qu'on déclarait dans nos fichiers et ce qui était réellement en production, parce que des fois il y a un certain temps entre ce qu'on développe et ce qu'on déploie. Donc on s'est retrouvé des fois à créer des branches sur des projets avec des test states séparés par branche, du coup c'est par commandé. Donc ça c'était premier niveau. Et deuxième niveau de drift, c'est que quand on commence à importer des modules, non pas depuis des chemins comme ça, mais depuis un repo d'artefact ou un repo de Git, peut-être que ma version dev est en train d'utiliser le module dans sa nouvelle version, mais ma version de prod, si j'ai une correction à faire dessus, en fait, il faut que je vienne modifier le fichier d'import de mon module pour qu'elle utilise l'ancienne version, pour pas qu'il y ait de modification sur ma prod, parce que c'est pas ça que je veux modifier, c'est un autre truc que je veux modifier. Et donc, les modules, c'est super pratique, mais appliqué au workspace, ça commence à être très compliqué. Parce qu'il y a un problème de cycle de vie qui va être décorrélé entre votre prod et votre dev et votre int et la vie elle-même des modules. Je vais pas avoir le temps de vous faire la démonstration. Il existe plein d'outils de tooling autour de Terraform. Un que je recommande très fortement, c'est TFlint. Lui, on va l'exécuter parce que du coup, on va revenir ici. TFlint. C'est un outil qui va en fait pas juste faire une belle mise en page, il va en plus regarder ce que vous avez écrit. Est-ce que ça respecte des codes que lui, des règles que lui vérifie? Et donc là, par exemple, c'est volontaire, il me détecte plein d'erreurs. Les erreurs, c'est quoi? En fait, souvent, ça va être des erreurs d'écriture. Là, la bonne façon d'écrire l'accès aux ressources, quand il s'agit de listes, au lieu d'utiliser des choses comme ça, on est dans le répertoire 3, hop, ici. Au lieu d'utiliser du truc comme ça, ce qu'il est mieux d'utiliser, ça va être du truc comme ça. Hop, et donc du coup, juste en faisant ça, déjà, j'ai plus qu'une seule erreur. Et l'erreur, c'est quoi? C'est qu'il me dit que j'utilise un provider, enfin, j'utilise une ressource qui derrière a un provider. Bon, c'est une ressource que Terraform connaît de base. Donc du coup, ça m'a pas empêché avant. Mais la bonne pratique, c'est quand même de donner une version à tous les providers. Et donc, si on est dans le bon... Non. Terraform... Main, exactement... Toc. Et donc là, normalement, hop, random égale, hop, version... Alors, comme... hop là, tac. C'est juste pour pas que ça râle. Voilà. Bon, il fallait plus de choses que ça. Il faut la source aussi. Ok. La source c'est simple, c'est HashiCorp. Hop. Tac. Donc voilà. Donc TFlint, très pratique pour s'assurer que ce que vous écrivez, en fait, non seulement est compréhensible par Terraform, respecte bien l'indentation de Terraform, mais en plus, ça vous applique des rules.
Il vérifie aussi que vous n'ayez pas des secrets. Non, c'est pas lui. Dans les autres outils dont on va pas avoir le temps de tester, il y a des outils de sécurité qui vont regarder que ce que vous avez écrit ne risque pas de vous créer des failles de sécurité dans ce que vous allez déployer. Très souvent, donc déjà de base, si vous utilisez des providers de cloud, il va vérifier que vous n'ayez pas de secret dans les fichiers que vous avez écrits. Voilà, ce genre de choses. Que si vous avez déclaré des trucs en public, c'est logique qu'ils soient déclarés en public, etc., etc. TF Summarize et TF Doc sont des outils qui permettent d'améliorer la lisibilité de ce que vous produisez. Le TF Doc va vous permettre de générer de la documentation d'un module et TF Summarize va vous permettre de faciliter la lecture. Par exemple, si je fais un out TF plan, toc toc toc, hop, TF Summarize, TF plan, il peut vous afficher les choses sous des formes comme ça, ce qui des fois est plus simple à lire dans une CI plutôt que d'avoir tout quand. Bon là c'est facile, j'ai qu'un seul objet qui est modifié et du coup j'ai qu'un seul objet. Mais si vous avez plein d'objets, plutôt que de scroller, il est capable de vous faire un petit résumé de voilà. Moi j'ai détecté que dans le plan qui a été généré, il n'y a que cette ressource-là qui va être ajoutée. Voilà. Et du coup, pour terminer sur le tooling, pour la CI, on a utilisé Atlantis, qui permet d'automatiser dans vos pipelines, en faisant du GitOps, l'exécution de vos commandes Terraform. En fait, donc vous connectez Atlantis à votre repo, il est en écoute à chaque fois qu'il y a un événement de merge, etc. Il peut réagir, et donc à chaque fois que nous on faisait une pull request, ça proposait un plan, et directement dans GitLab, on faisait Atlantis apply, et du coup Atlantis lançait Terraform pour que ça applique la modification directement sur la prod. Donc vraiment très pratique. Et Infracost, dans sa version gratuite, prend une infrastructure et essaye de vous faire une estimation de combien vont coûter les modifications que vous allez faire. Des fois, ça permet de savoir que rajouter un network, ça va être gratuit, et démarrer une VM, etc., ça va être 300 € par mois. Voilà, c'est une information qui peut être intéressante d'avoir dans votre CI. Hop. Et dans la demi-heure qui reste, nous allons enfin parler de TerraGrunt. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord TerraGrunt? TerraGrunt, c'est un produit issu de grunt.io. C'est open source. Et c'est open source, et peut-être que si OpenTofu est aussi open source, c'est parce que dans les contributeurs de OpenTofu, il y a Grunt.io. En fait, ils utilisent donc Grunt.io, utilisait via TerraGrunt Terraform, et ils ont préféré avoir une solution full open source parce qu'en fait, ils pouvaient contribuer plus facilement dans la version OpenTofu. Et TerraGrunt, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est vu. On va dire que c'est qu'un wrapper de Terraform. En fait, pour pouvoir pallier à toutes les limites qu'on peut trouver sur Terraform, TerraGrunt, via son mécanisme de fonctionnement, va vous permettre en fait de prendre votre projet et de bien l'adapter à vos environnements d'exécution. Donc l'idée, alors là c'est des images issues directement de leur site de documentation. L'idée c'est donc d'avoir une approche où vous allez vraiment configurer très finement ce que vous voulez en prod, en QA, en staging, etc. Comment ça va fonctionner? Alors, il y a 3 grands concepts: dry code, dry backend, dry configuration. Dry pour don't repeat yourself. Donc le dry code, donc le don't repeat yourself, on l'a déjà un petit peu vu avec les workspaces, où l'idée c'est qu'on n'écrit qu'une seule fois les ressources et on n'a pas besoin de les rééditer pour chacun des environnements. Pareil, on a vu avec les modules, c'est pareil. L'idée c'est on écrit une fois le module et après on l'utilise pour ne pas avoir à refaire des copier-coller à chaque fois. Le TerraGrunt va donc abuser de cette notion de module. Le back-end, là, dans mon exemple, dans les workspaces, je suis dans Workspace, mon back-end ici, il contient ici le nom arbitraire env, mais ils sont tous stockés dans le même bucket. Parce qu'en fait, dans Terraform de base, il n'est pas possible de variabiliser toute la partie de définition d'un bucket. C'est-à-dire que si en fonction de votre environnement, vous voudriez vraiment avoir un back-end ou un autre back-end, peut-être que, dans mon cas, un min.io de prod et un min.io de hors prod, avec
les workspaces et avec Terraform de base, ce n'est pas variabilisable. Donc du coup, il n'y a pas de solution. Là où avec TerraGrunt, on va pouvoir donc variabiliser ça. Et le don't repeat your configuration, c'est-à-dire que tout à l'heure on a vu dans mon fichier int et dev de mes workspaces, j'avais la même information pour les réplicas. J'ai peut-être été un petit peu rapide. Ici, j'avais un nombre de réplicas à 1 et ici un nombre de réplicas à 1 aussi. Bah, peut-être que c'est une information que j'aimerais en fait partager entre l'environnement dev et l'environnement de int. Du coup, comment est-ce que TerraGrunt se propose de faire ça? Déjà, il va proposer de séparer la déclaration des environnements de la déclaration de l'infrastructure as code. Donc, très souvent, on va se retrouver avec une arborescence, donc des environnements, la liste des environnements, et sous chaque environnement, la liste des applications qu'on aimerait déclarer sur ces environnements-là. Et en feuille de ces arborescences, on va avoir un fichier qui va s'appeler terragrunt.hcl. À côté de ça, ou ailleurs, on va avoir une arborescence de modules. Donc j'ai un module qui explique comment déployer l'application 1 avec les variables qui permettent de déployer l'application 1 au bon endroit. J'ai un autre module qui s'appelle l'application 2, qui sait déployer une application 2. Et c'est les variables qui vont pouvoir s'adapter pour pouvoir déployer cette application 2 au bon endroit. Évidemment, les modules peuvent être ailleurs que dans un répertoire à côté. Ça peut être des modules, toujours comme tout à l'heure, présents dans des registries ou dans des Git ailleurs. Dans nos fichiers terraform.hcl, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc au minimum, enfin très souvent, au moins une information qui va s'appeler Terraform, qui va dire où se trouve le module que je veux déployer. L'intérêt, c'est déjà que, en fonction, dans mon arborescence d'environnement, je vais déjà juste là ne plus pointer sur la même version du module que je veux déployer. C'est-à-dire que je vais donc avoir un module qui sait déployer l'app 1 dans la version 1 et un module qui sait déployer l'app 1 dans la version 2. Et donc, dans mon environnement ici de prod, peut-être que je vais continuer de pointer sur mon environnement, mon module de déploiement de l'application 1 en version 1, et que dans la version stage, je vais peut-être être déjà dans la version 2 ou dans la version 3. Donc là, déjà, juste avec ce type d'architecture, on va déjà être capable d'avoir de manière fixe les environnements, et que surtout, ça va permettre d'être certain que de la version qui va être déployée en production. Et ensuite, on va avoir potentiellement des inputs. Les inputs, ça va être les variables qui vont être données sur la ligne de commande de Terraform. Les variables d'environnement, enfin les variables qui vont être données sur la ligne. Plutôt que de passer par un fichier tfvars, on pourrait vouloir passer là-dedans. Et par contre, ce qu'on va peut-être, une des puissances de Terraform, de TerraGrunt, c'est qu'on va pouvoir aussi s'appuyer sur l'arborescence des fichiers pour en fait partager des variables de configuration entre deux feuilles qui dépendraient du même parent. Pour pouvoir faire ça, dans le fichier, il faut rajouter un find in parent folder. Et donc l'idée, on oublie le et donc l'idée, elle va arriver tout à l'heure. Et par contre, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir une racine à notre arbre. Et donc dans cette racine de notre arbre, ça va être le dernier fichier terragrunt.hcl que notre application va trouver quand il va remonter dans l'application. Et ce fichier, en fait, il va être commun à toutes les feuilles. Et donc, on va pouvoir déclarer de ce fichier root, tout ce qui va être commun à tout le monde. On va pouvoir déclarer un ensemble de variables locales à l'exécution, d'inputs qui vont pouvoir être donnés à l'exécution de chacun des fichiers Terraform, et surtout, on va pouvoir générer à la volée des fichiers. Et également gérer le remote state. Il me reste 25 minutes, on va accélérer. Donc, le local, qu'est-ce que ça va nous permettre? Eh bien, par exemple, là dans mon exemple, dans l'environnement production, j'ai encore les sous-répertoires app1 et app2, mais je vais pouvoir, pour app1 et app2, avoir une variable un fichier que je vais appeler env.hcl, qui va contenir les variables qui vont être communes au déploiement de app1 et de app2. Ce qui me permet vraiment de ne pas réécrire les mêmes choses entre app1 et app2 si ce sont des variables qui sont communes à ces deux-là. Vous aurez des exemples tout à l'heure quand je parlerai du cas concret de mon client. Hop là. Donc du coup, je positionne des fichiers dans mon arborescence, puis après, dans mon fichier root, je lui dis que
à chaque fois que je vais exécuter l'environnement d'une feuille, il va remonter jusqu'à la route, et donc il n'y a qu'un seul chemin depuis une feuille pour remonter jusqu'à la route, et donc ce read terragrun config de find in parent, en fait, il va rechercher dans toute l'arborescence en partant de la feuille pour remonter jusqu'aux routes le fichier env.hcl, il va le charger et ça va permettre comme ça de l'utiliser. Et donc, quand je serai dans l'environnement, quand je serai ici et ici, si l'environnement se trouve dans le répertoire prod, eh ben les deux vont partager le même fichier de configuration. Et donc, on est dans le don't repeat yourself de configuration. Tac, tac, tac. Hop. Donc ça c'est les locals et la génération de fichiers. Je vous disais tout à l'heure que la partie back-end des fichiers de configuration de Terraform n'est pas variabilisable. La partie provider, donc la configuration de comment est-ce qu'on se connecte à, donc moi dans le cas de Minikube, donc j'ai donné mon fichier de configuration pour me connecter à Minikube. Là, c'est en local, mais pour me connecter sur un GCP, j'aurais sans doute pas forcément les mêmes credentials si je me connecte sur la partie prod de la partie hors prod, etc. Et les workspaces ne savent pas gérer des providers différents. Ils savent gérer des providers différents, mais c'est pas un mécanisme. Enfin, non, ils savent pas gérer des providers différents. Donc du coup, ça pose un problème. Ça veut dire que votre projet doit avoir les droits quand vous faites du workspace pour l'intégralité de tout votre SI. Là, avec Terragrunt, vous allez pouvoir gérer des credentials différents en fonction de si vous attaquez l'environnement de prod ou l'environnement de hors prod. Et en fait, dans le fichier root terragrunt.hcl, vous allez pouvoir définir un generate qui va créer un nouveau fichier s'il n'existe pas et qui va contenir quelque chose. Et donc ce quelque chose, donc là il est écrit en dur, mais dans le cas d'un backend, vous pouvez le variabiliser. Et donc là, par exemple, mon fichier Terraform State, il va être enregistré dans mon bucket S3, non plus juste sous le nom qui contient le nom de l'environnement, mais en fait, je vais reproduire dans mon bucket S3 l'arborescence de mes environnements Terragrunt. Ce qui me permettra peut-être de faciliter leur recherche ou leur exploitation à l'intérieur de mon bucket. Terragrunt, c'est aussi un produit en Go. Qui est donc aussi une CLI. Il propose un Terraform HCL FMT pour le mettre en forme, pour mettre en forme les fichiers Terragrunt, tout comme Terraform le propose avec le FMT pour les fichiers Terraform. Je parle du run all après. Terraform Show, c'est pour Terragrunt Show, c'est pour voir ce qu'il fait. Et en fait, Terragrunt, si vous lui donnez init, plan ou apply, en fonction de le répertoire feuille dans lequel vous êtes, eh bien en fait, ça reviendra à faire un Terraform init, plan ou apply dans le répertoire feuille où vous êtes. Et donc, si vous êtes pas dans le répertoire feuille, mais peut-être juste dans un niveau au-dessus, vous pouvez faire un run all, ce qui dit en fait à Terragrunt, sois récursif, descends partout, et à chaque fois que tu peux faire un Terraform apply ou un Terraform init, Terraform plan et un Terraform apply, vas-y fais-le. Ce qui va très facilement, si vous avez une grosse modification à faire, vous faites un run all plan sur l'intégralité de votre projet Terragrunt, et tout de suite vous voyez toutes les modifications qui vont être impactées par votre modification de code. Et donc c'est là où on va passer à la démo, la migration. C'est quoi après 22 minutes, ouais. Donc, on va fermer tout ça, on va passer sur le dernier. Donc là, j'ai déjà initialisé des trucs. Donc j'ai un environnement, donc j'ai créé mon arborescence environnement. Dedans, j'ai créé un fichier terragrunt.hcl et je lui dis va chercher les sources, si tu en as besoin du module, sous la forme de module, elles vont être présentes ici. Donc, pour que ça marche, on va aller chercher le dernier module qu'on a créé, sans les... Bon, on va tout prendre et on va nettoyer après. Donc ça, on était censé faire tout ça si ça avait marché du premier coup. Donc là, je prends tout. Donc là, je reprends mon projet avec des workspaces et je lui dis dans un premier temps, je le copie, je lui dis voilà, maintenant t'es un module. Sauf que comme t'es un module Terragrunt, il faut voir que je modifie 2-3 trucs avant. Déjà, le module ne contient plus le provider. On supprime le provider. Le backend, c'est pas lui qui va le gérer. Ça va pas être le module qui va gérer le backend parce qu'on sait pas quel
quel environnement on va le faire, donc on supprime le backend. On va également supprimer les TF-vars parce qu'on n'aura plus dans le module de notion d'environnement. On va supprimer lui aussi. Toc. Paf, paf, paf. Donc là, je me retrouve avec un module qui s'exécute à peu près n'importe où. Maintenant, dans mon environnement ici, donc ça, cette première ligne, il sait la faire. Moi, dans mon exemple, j'ai pas besoin de ça parce que y a pas d'input. Hop. Du coup, là, ce que je dis, c'est va chercher le fichier terragrunt.hcl à la racine. Donc là, si je reviens ici à la racine, ici, dans mon répertoire 4, j'ai bien un terragrunt.hcl. Qu'est-ce que je dis? Je dis, va chercher la variable d'environnement dans un fichier qui s'appellerait env.hcl. Donc là, je suis dans le répertoire env, dev, et hop là, j'ai déjà un fichier qui s'appelle comme ça. Et comme là, je suis dans le répertoire, hop là, env type est égal, ici on est sur dev. Donc ici on est sur dev, on est content. Paf, paf, paf. Et donc ce qui me manque maintenant, ça va être la déclaration de mon provider et la déclaration de mon remote. Alors, pour le provider, ça va être facile. On va copier-coller les slides. Donc les slides disent quoi? Migration. Hop. Les slides ils disent qu'un provider, génération de fichiers, ça se fait comme ça. Hop, ok. Du coup, le provider, hop, on va prendre comme ça. Sauf que moi, je suis pas sur un provider AWS truc chouette là. Moi, mon provider, sa tête, ça va être un truc comme ça. Et je vais copier-coller. Hop. Voilà. Alors, là, c'est très basique. J'ai fait un bête copier-coller. Pour le back-end, alors, il existe en TerraGrunt un truc qui s'appelle Remote State, qui marche pas dans le cas de Minayo. Du coup, je peux pas l'utiliser dans le cadre de Minayo. Mais si vous avez des vrais back-ends de sauvegarde, il existe une autre méthode plus propre pour le faire. Parce que là, ce que je vais faire, c'est écrire bêtement le fichier. Hop, là, hop, du coup, override. Toc, toc. Et donc, je vais reprendre le fichier backend qui est ici. Du coup, j'ai besoin de tout parce que je fais une écriture complète de fichiers. Hop, et sauf que moi, alors oui, je vous ai pas montré tout à l'heure que c'était mieux de variabiliser les access keys. J'ai un fichier qui contient directement les secrets pour pas les afficher dans mon truc. Et donc là, nous, ce qu'on veut, on veut pas ça, on veut ce qu'il y avait dans les slides. Hop, ici. Donc oui, c'est ce remote state là qu'il faudrait utiliser, mais applique donc la format de définition appliqué à Minayo marche pas. Toc. Ici. Hop. Et donc à l'intérieur de mon fichier là, donc c'est très très bête. Hein. Ça prend le fichier et ça le copie, enfin ça le génère avec des variables ou pas. Donc là, j'ai indiqué qu'il fallait qu'il utilise le chemin d'environnement, donc le chemin qui correspond au include, qui est en fait celui-là. Mais sinon, il n'y a rien d'extrêmement complexe. Voilà. Donc là, si je me suis pas vautré, j'ai rien oublié. On va tout enregistrer parce que je suis un spécialiste pour oublier ce genre de choses. Toc, 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 toc. Donc, comme là, on est content. Hop, 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 0,4 ls. Ok. Donc, je vais aller dans mon environnement dev. Là, je suis content. Là, si je regarde, j'ai que ça. Et là, je vais faire un terragrunt init. Alors, terragrunt, l'idée, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un init. Le terragrunt plan se charge de faire l'init quand ça marche. Donc là, déjà, il me dit qu'en fait, il y a des soucis. Il y a des soucis. Working module, app1, from source, does not exist. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? App1, env, modules. Ah oui. Si je mets tout, hop. Voilà. Ouais. Quand le développeur est mauvais, c'est l'application qui le rappelle à l'ordre. On vient là, hop là, CTRL X, CTRL V, on recommence. Voilà.
Alors, du coup, il m'a dit d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je suis bien dans le répertoire 4. Il me dit my bucket in. Ah oui, oui, il faut que j'enlève le module parce que sinon ça va poser un souci. Toc, 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 toc. Voilà, c'est mieux. Alors, on va recommencer. Clear. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? En fait, il me dit la même chose que tout à l'heure, que j'ai pas versionné mon... Non, j'ai des espaces en trop. J'ai des espaces en trop. En effet. Alors oui, j'aurais pu faire un HCLFMT. Toc. Plan. Voilà. Donc là, il retélécharge des trucs. Bon, donc il retélécharge des trucs et peut-être que ça va marcher vite. Et donc du coup, là, je l'applique donc juste pour mon environnement de dev. Maintenant, si j'ai besoin de définir des nouveaux environnements, je vais garder le même module. Et du coup, dans Dev, on peut imaginer que, hop là, dans mon environnement de Dev, hop, là, j'ai défini cette application qui va donc utiliser, ça. Mais peut-être que dans mon environnement de Dev, non, c'est ici que je veux le faire. Hop là, Dev2. Parce que c'est bien d'avoir un Dev2. Et bien dans mon Dev2, si je prends mon fichier, hop là, je l'ai pas mis au bon endroit. Non, on va l'appeler int. Pourquoi je l'appelle dev2 int. Dans int ici, donc là, pour la version int, je continue d'appeler le répertoire supérieur. Sauf que là, pour le moment, je vais avoir un problème parce qu'il va réutiliser mes variables par défaut. Donc déjà, ce qui va manquer... non, il n'y a personne qui suit. Si je lui dis pas le nom de l'application, hop, on va l'appeler appint. En fait, on s'en fout un peu du nom. Hop là, déplacer, oui, hop là. Dans int, du coup, il faut aussi que je crée un fichier env.hcl, parce que quand il va remonter jusqu'à la racine, comme la racine a besoin du fichier env pour pouvoir récupérer le contenu de la variable env, du coup, il faut bien que je définisse que donc je vais avoir dans int, hop là, ici, mais ça va pas être tout parce que on sait que si on regarde ce que j'avais configuré ici, non seulement j'ai besoin de int, mais j'aimerais aussi changer le port. Donc là, pour changer le port, j'ai plusieurs solutions. La première, ça va être de dire dans mon TerraGrunt HCL de mon fichier, dans le TerraGrunt HCL de mon environnement de int, je pourrais décider donc d'avoir les inputs comme tout à l'heure. Voilà, ça c'est la première solution. Mais en fait, ce que je vous ai pas expliqué, c'est ce que j'aimerais faire si ça finit par marcher. Ouais, alors TerraGrunt inclut aussi de base des retries. Ça peut servir quand on a des problèmes de résolution DNS ou ce genre de choses. En fait, donc, TerraGrunt est un wrapper Terraform. En fait, ce que fait TerraGrunt, c'est que cool, on a un début de quelque chose. Il va vous créer donc, là, je suis dans ma feuille de mon application de l'environnement développement. Il me crée un répertoire cache, et dans ce répertoire cache, en fait, si je vais voir, il m'a donc pour le module. Il a récupéré toutes les informations du module et en fait, il m'a généré à la volée le fichier, donc le generated backend, il est là, et le generated provider, il est là. Il les rappelle en haut ici, comme quoi il les a bien générés. Et en fait, si dans ce répertoire-là, je fais un Terraform plan et un Terraform apply, en fait, ça va marcher parce que c'est TerraGrunt qui m'a généré directement, en wrappant les templates, etc., il m'a directement généré le projet Terraform qui va bien. En fait, TerraGrunt, ce qu'il fait, c'est vraiment qu'un wrapper, il prend les fichiers que vous lui donnez et il vous construit un projet, enfin un répertoire applicable en Terraform. Et donc là, je vais bien me retrouver donc avec exactement les fichiers de mon module et plus les différentes informations. Donc dans les différentes informations, il y a bien le backend et le provider qui ont été générés. Et en plus de ça, quand il va lancer la commande,
Donc on le verra pas ici, je crois pas que ce soit là. Non. Quand il va lancer la commande, il rajoutera les variables d'environnement, donc par exemple le node port, le service port, pour pouvoir le démarrer comme il faut, comme il va bien. Bon, on est au troisième retry, deuxième retry, hop. Il a déjà fait ça, donc c'est cool. Et donc du coup, le fait qu'il génère tout ça, ça va vous permettre plusieurs choses. Déjà, ça va vous permettre d'aller dedans pour voir, parce que des fois TerraGrunt va peut-être galérer sur certains trucs. Et donc, quand vous cherchez comment est-ce que sont générés les fichiers, allez directement voir, par exemple qu'ici vous avez peut-être mal écrit quelque chose. Voilà, ça va vous permettre de vous assurer que les fichiers générés à la fin correspondent bien à ce que vous attendez dans la définition de la partie générée. Lorsque vous utilisez dans le Terraform ici, donc là j'ai importé directement un répertoire local, mais si ça avait été un dépôt Git, avec une version, pareil, n'hésitez pas à aller dans ce répertoire-là pour vous assurer que ce qui a été récupéré correspond bien à la version que vous voulez récupérer. C'est un outil pas mal pour débugger les choses. Donc toc toc toc, bon ça, je crois que ça va pas marcher. Décidément. Hop. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de montrer? Donc, là, je suis sur le répertoire dit, toc, 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 int. Et donc là, très facilement, j'ai pu faire ça. Et donc, ce que je disais, si j'avais une version de module différente et que c'était un Git, eh ben, je peux mettre le nom de mon tag Git, etc. C'est comme ça permet d'avoir dans le même projet des environnements qui vont s'appuyer peut-être sur le même module, mais des modules de versions différentes, ce qui n'est pas possible à faire avec les workspaces. Et du coup, sur les 9 minutes, j'ai quand même réussi à montrer tout ce que je voulais montrer. Donc, les avantages, on arrête de répéter quoi que ce soit, parce que tous les modules, maintenant, en fait, toutes nos ressources sont des modules, et donc les modules, on ne va plus les déclarer qu'une seule fois. On a un Terraform State, oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, si ça marche tout à l'heure, dans mon Min.io, en fait, donc là, j'avais un répertoire dev, un répertoire int, mais en fait, si ça marche avec TerraGrunt, en fait, j'aurai toute une arborescence qui représente bien ma prod, mes différents environnements, etc. Toc toc toc. Donc les backends sont bien dédiés parce que vu que je construis dynamiquement mon backend, je suis capable de dire que pour ma production, je vais sur un backend limité en droit d'accès à seulement les personnes qui ont accès au backend de production. Et pour les autres environnements, pour les autres personnes qui ont quand même le droit d'accéder au Terraform State. Le cycle de vie, c'est beaucoup plus simple de gérer des tags de modules plutôt que de gérer des copier-coller de ressources entre les fichiers. Donc, vos modules vont pouvoir comme ça avoir leur propre cycle de vie qui normalement devrait être très très proche de votre application. Et vous, en tant que personne qui utilisez TerraGrunt pour déployer ce que les autres auront développé, s'ils vous disent qu'en production ça doit être tel tag, vous déployez tel tag en production. Et vous n'êtes plus en train de jouer avec des branches ou des workspaces pour essayer de trouver des solutions pour faire cohabiter plusieurs versions ensemble. Et donc voilà. L'inconvénient, c'est qu'il faut apprendre un nouveau format de fichier, qui est le HCL pur, et puis le HCL au format Terraform. Et d'un point de vue lisibilité, par contre, c'est pas tout le temps quand vous récupérez un projet qui va contenir que un répertoire environnement avec plein d'environnements qui ne fait référence que à des modules qui sont présents dans des Git. Vous êtes obligé de commencer par faire des Terraform init, des TerraGrunt init et des Terraform plan pour que les fichiers soient récupérés pour pouvoir aller voir ce que le contient le répertoire des caches pour savoir ce qui va vraiment être appliqué en production si vous avez besoin de voir ce qui va se passer. Donc la lisibilité, en fait, vous ne l'avez que quand vous avez commencé à récupérer les informations depuis les différents repos. Et surtout, donc dans le retour d'expérience, c'est vraiment là où ça va être très impactant. Quand vous allez passer sur TerraGrunt, parce que vous allez y passer, il va y avoir une grosse part de réflexion. Votre arborescence des environnements, c'est là où c'est des réunions passionnantes où il va falloir choisir dans quel ordre vous voulez organiser les choses. Est-ce que le premier niveau, ça va être le type d'environnement. Ensuite, si vous êtes sur là, nous on était sur du GCP, donc est-ce que vous êtes US, EU, etc. Et après, est-ce que vous avez votre client, puis après vos applications. Enfin voilà, vous avez toutes les combinaisons possibles, et c'est vraiment sur cet aspect-là où ça va vous demander beaucoup de réflexion. Mais
une fois que vous en avez décidé d'un, c'est pas dramatique. Parce que comme chaque fichier Terraform State va être dans un bucket différent avec son arborescence, si vous modifiez dans la définition du back-end côté TerraGrunt l'ordre des répertoires dans lesquels ils vont être chargés, dans votre bucket, vous faites des moves des fichiers Terraform, des fichiers TF-State en fonction du nouvel emplacement de calcul. Et en fait, TerraGrunt, il y voit que du feu. Tant qu'il retrouve bien ces petits qui retrouve bien le fichier TF-State en fonction de là où vous lui dites qu'il est présent, en fait, il y verra que du feu. Donc, je crois que dans notre première itération, TerraGrunt, on était parti sur celui en haut à gauche. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont sur en bas à gauche. Enfin voilà, à chaque fois, ce n'est que donc de la modification de la génération du fichier de back-end et du déplacement de fichiers dans un bucket, ce qui aujourd'hui se fait quand même assez facilement. Et donc à la fin, donc la migration, on a carrément automatisé la transformation donc des projets Workspace en version Terraform. En fait, on prend le fichier, on le met dans un module, enfin on prend le répertoire, on le met dans un module, on crée automatiquement toute l'arborescence qui correspond à l'infrastructure. La mise en place des pipelines, comme on utilisait Atlantis. Alors il a fallu un petit peu faire 2-3 trucs sur Atlantis parce que de base il supporte. Dans notre version qu'on utilisait, il supportait pas nativement TerraGrunt, donc il a fallu modifier un petit peu Atlantis pour qu'il le fasse. Et une fois qu'on a fait ça pour nos projets, en fait, on l'a étendu pour plein de choses. Très certainement que si vous commencez à avoir des gros systèmes avec plein de repos et d'applications, vous allez à un moment vous poser la question de faire une landing zone, c'est-à-dire une zone où vous allez lancer un projet. Et donc, nous, on a utilisé ça, on a fait un module qui permet de lancer un projet, qui va créer le repo Git, qui va créer le projet pour tous les environnements dans GCP, qui va créer les service accounts, etc. On a défini une fois le module, et en fait, on a créé une hiérarchie d'environnements qui représente tous les environnements pour toutes nos applications. Et automatiquement, cette landing zone, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, ce n'est que l'ajout d'un nouveau répertoire dans le répertoire des environnements, qui s'appuie sur le module landing zone et qui popule tout comme il va bien. Et puis s'il y a une modification à faire, on a la modification à faire que dans le module et on l'applique sur tout partout en même temps. Donc s'il y a une montée de version de quelque chose à faire, avec cette landing zone, tout de suite, ça va beaucoup plus vite. Je finis avec 3 minutes. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de temps pour beaucoup de questions. Je suis là les 3 jours si vous avez des questions. Sur OpenFeedback, dont il n'y a pas le lien, si vous voulez mettre des commentaires, avis, etc., n'hésitez pas. J'ai arrêté la mission en décembre chez ce client-là. Il continue de l'utiliser aujourd'hui. J'ai un collègue qui se balade par là qui l'utilise encore. Et je crois qu'ils ne reviendront jamais en arrière parce que ça permet quand même don't repeat yourself plein de fois à pas mal d'endroits. Désolé pour tous les problèmes techniques.